J'ai gagné 400 millions à la loterie. Après des années à avoir été traité comme un fardeau, j'ai décidé de tester ma famille. J'ai appelé en disant que j'avais besoin d'argent pour des médicaments. Mon fils m'a bloqué. Ma fille s'en moquait. Mais mon petit-fils de 20 ans, lui, a parcouru 400 miles avec ses derniers 500 € en poche. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Le billet de loterie est resté dans mon sac à main pendant 3 jours, avant même que je ne vérifie les numéros. À 72 ans, j'avais l'habitude d'acheter un billet chaque mardi, et ce, depuis 15 ans. Depuis le décès de mon mari, Gérald, il s'agissait moins de gagner que d'avoir quelque chose à attendre, un petit rituel qui donnait une forme à mes semaines. J'étais assise dans mon petit appartement à Columbus, dans l'Ohio, en train de dîner seul comme d'habitude, quand j'ai finalement affiché les numéros gagnants sur ma vieille tablette. Le premier numéro correspondait, puis le deuxième, et ma fourchette a claqué contre l'assiette. Troisième numéro, quatrième, cinquième, sixième. Tous, absolument tous. 400 millions d'euros. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber la tablette. J'ai vérifié, encore et encore. J'ai dû vérifier ces numéros 20 fois, au moins, avant que la réalité ne commence enfin à s'ancrer en moi. J'avais réellement gagné le plus gros jackpot de loterie de toute l'histoire de l'Ohio. La première personne que j'ai pensé appeler était mon fils, Mitchell. Puis, je me suis arrêté, le doigt en suspens au-dessus de son contact. Une pensée grandissait dans mon esprit depuis des mois, peut-être même des années, un soupçon douloureux et lancinant sur la place que j'occupais vraiment dans la vie de mes enfants. J'ai décidé d'attendre. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de la loterie à Cleveland. Le processus a pris des heures, entre la paperasse, les avocats, les conseillers financiers, et les consultations de sécurité. J'ai choisi l'option du versement unique et, après impôt, je suis reparti avec 240 millions. Les responsables de la loterie ont proposé de m'aider à gérer l'attention médiatique, mais j'ai demandé l'anonymat complet. L'Ohio était l'un des rares États qui le permettait, et j'avais bien l'intention d'en profiter pleinement. Ensuite, je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à planifier. Mitchell avait 50 ans et travaillait comme directeur régional pour une entreprise pharmaceutique. Il gagnait bien sa vie, habitait une belle banlieue de Chicago avec sa femme, Denise, et leurs 2 filles. Nous nous parlions peut-être une fois par mois, et ces conversations, souvent brèves, duraient rarement plus de 5 minutes. Il était toujours occupé, toujours au milieu de quelque chose d'important. Ma fille, Patricia, avait 48 ans. Elle avait épousé un dentiste nommé Roger, et vivait dans une immense maison à Austin, au Texas. Ils avaient un fils, mon petit-fils Nathan. Patricia appelait encore moins souvent que Mitchell, peut-être toutes les 6 semaines, et seulement quand elle avait besoin de quelque chose ou voulait se plaindre de son mari. Mais Nathan, mon doux Nathan, lui, il avait 20 ans, suivait des cours au Community College de San Antonio tout en cumulant 2 emplois à temps partiel. Il m'appelait chaque dimanche, sans faute, juste pour parler, pour demander comment j'allais, pour me raconter sa semaine. Lorsqu'il m'a rendu visite à Noël dernier, il avait conduit 8 heures, aller et retour, juste pour passer 2 jours avec moi. Il avait apporté ses propres courses, pour que je n'ai pas à dépenser d'argent pour le nourrir. Le plan s'est formé lentement, soigneusement. J'allais les tester, vraiment les tester, non pas avec un stratagème élaboré, mais avec une demande simple et honnête, le genre de demande que tout parent devrait pouvoir faire à ses enfants. J'allais leur dire que j'avais besoin d'aide pour payer mes médicaments. Rien d'extravagant, juste assez pour voir qui serait présent pour moi. 3 semaines après avoir gagné, j'ai appelé Mitchell en premier. C'était un jeudi soir, vers 19 h chez lui. « Maman ?» Il semblait surpris. Nous ne nous parlions pas habituellement en dehors de notre horaire mensuel. « Salut, mon chéri. Je suis désolé de te déranger. Qu'est-ce qui ne va pas, encore ?» Cette pointe d'impatience dans sa voix. Je suis allé chez le médecin la semaine dernière. Mon traitement pour la tension artérielle doit être ajusté, et la nouvelle ordonnance n'est pas entièrement couverte par Medicare. Il me manque environ 500 € ce mois-ci. J'ai gardé une voix petite, pleine d'excuses. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais entendre une télévision en arrière-plan, des voix qui riaient. « Maman, on a déjà parlé de ça. Tu dois mieux gérer ton budget. Denise et moi, on a nos propres dépenses.
Les filles vont bientôt aller à l'université. Je comprends. Je pensais juste. As-tu regardé les programmes d'assistance? Il y a des ressources pour les seniors. Je peux t'envoyer des liens. Ma poitrine s'est serrée. J'ai essayé. Il y a des listes d'attente. J'ai juste besoin d'un peu d'aide jusqu'à ce que... Je ne peux vraiment pas en ce moment. On vient d'acheter une nouvelle voiture et le timing est mauvais. Peut-être le mois prochain. Il fit une pause. Écoute, je dois y aller. On va passer à table. Bien sûr. Je t'aime. Ouais, toi aussi. La ligne a coupé. Je suis resté assise là, à fixer mon téléphone pendant un long moment. Une partie de moi s'attendait exactement à cela, mais l'entendre, de vive voix, faisait toujours mal comme un coup physique. Le lendemain, j'ai appelé Patricia. Mère, dit-elle. Elle ne m'appelait plus jamais maman. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je serai brève. J'ai eu un rendez-vous chez le médecin et le coût de mes médicaments a augmenté. Il me manque environ 500 €. J'espérais que... Sérieusement? Tu m'appelles pour de l'argent? Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. As-tu la moindre idée de ce que coûtent les choses de nos jours? Roger et moi venons d'installer une nouvelle piscine. Tout est hors de prix. Tu ne peux pas simplement utiliser tes économies? Je n'ai pas vraiment d'économie, ma chérie. Tu sais bien que je vis de la sécurité sociale. Elle soupira de manière dramatique. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être que tu aurais dû mieux planifier ta retraite. Pourquoi ne demandes-tu pas à Mitchell? Je l'ai fait. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'aider pour l'instant. Alors je ne peux certainement pas. On essaie d'économiser pour un voyage en Europe cet été. Tu trouveras bien une solution. Tu y arrives toujours. Son ton suggérait que j'étais manipulatrice. Je dois y aller. Roger m'appelle. Elle a raccroché avant que je puisse dire au revoir. 2 sur 2. Mes propres enfants, tous deux prospères et à l'aise, ne pouvaient pas se passer de 500 € pour les médicaments de leur mère. Ne voulaient pas s'en passer. J'ai attendu jusqu'à dimanche pour appeler Nathan. Il a répondu à la deuxième sonnerie, comme toujours. Grand-mère. Je pensais justement à toi. Comment te sens-tu? Rien que d'entendre sa voix, mes yeux me piquaient. Je vais bien, mon cœur. Comment va l'école? Nous avons parlé pendant 20 minutes de ses cours, de ses boulots, d'une fille qu'il avait rencontrée dans son cours de biologie. Il posait des questions détaillées sur ma semaine, écoutant réellement mes réponses. Finalement, j'ai abordé le sujet des médicaments. Chérie, je déteste te demander ça, mais je suis dans une situation un peu difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Une inquiétude immédiate. Pas d'hésitation. J'ai expliqué la situation, en gardant les mêmes détails. 500 €, dit-il. Grand-mère, bien sûr que je peux t'aider. Je suis payé demain par le restaurant. J'ai environ 520 € sur mon compte chèque. Tu peux tout avoir. Ma gorge s'est nouée. Nathan, non. C'est ton argent. Tu travailles si dur. Tu es ma grand-mère. Je t'aime. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Te laisser sans médicaments? Il a dit cela comme si la réponse était évidente. En fait, tu sais quoi? Je viens te voir. Je peux apporter l'argent en personne. M'assurer que tu vas vraiment bien. Le médecin a parlé de tension artérielle, c'est ça? C'est sérieux. Nathan, tu n'as pas besoin de conduire jusqu'ici. Tu peux juste faire un virement. Je veux te voir de toute façon. Ça fait trop longtemps. Je partirai après mon service demain soir. Je devrais arriver samedi matin. C'est un trajet de 400 miles, mon chéri. Alors, je mettrai la musique à fond, je prendrai du café. Ce sera sympa. Tu me manques, grand-mère. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Gérald. Pas des larmes de tristesse, mais de colère. Comment avais-je pu élever 2 enfants devenus si froids? Mais, d'une certaine manière, mon petit-fils était devenu cette personne, cette âme gentille et généreuse,
prête à conduire toute la nuit pour moi. Samedi matin est arrivé. J'avais à peine dormi, repassant tout dans mon esprit. Nathan s'est garé à 8h30 dans sa Honda Civic déglinguée, l'air épuisé mais souriant. Il m'a serré fort dans ses bras, comme il le faisait depuis qu'il était tout petit. « Laisse-moi te regarder », dis-je en le tenant à bout de bras. « Tu es trop maigre. Manges-tu assez ? » « Je vais bien, grand-mère. » « Arrête de t'inquiéter pour moi. Je suis là pour m'inquiéter pour toi. » Nous nous sommes assis dans mon petit salon, et il m'a tendu une enveloppe contenant 500 € en liquide. Je me suis arrêté à un distributeur à Cincinnati, dit-il. Je me suis dit que du liquide serait plus simple qu'un chèque. J'ai pris l'enveloppe, la pesant dans mes mains. Cela représentait des semaines de travail pour lui. Les pourboires du restaurant, les heures à la librairie du campus. Son argent pour l'essence, son argent pour la nourriture, son tout. « Nathan, dis-je, je dois te dire quelque chose. » Il m'a regardé avec ses yeux sérieux, si semblables à ceux de son grand-père. « Je n'ai pas besoin de cet argent. » La confusion a traversé son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Vois-tu, je testais tes parents, et toi, ai-je continué. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application bancaire que j'avais installée, celle affichant les gains de la loterie. J'avais répété comment expliquer cela, mais les mots semblaient toujours irréels en sortant de ma bouche. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il assimilait les chiffres. « Grand-mère, est-ce que c'est réel ? J'ai gagné à la loterie il y a un mois. 400 millions avant impôt, 240 après. » Nathan fixait l'écran, puis moi, puis l'écran à nouveau. « Tu es millionnaire. » « Je le suis. »« Et je vous ai testé, » dit-il. Il n'était pas en colère, juste stupéfait, essayant de comprendre. « J'ai appelé ton père et ta mère en premier, » dis-je doucement. « Je leur ai dit exactement la même chose qu'à toi. Que j'avais besoin de 500 € pour des médicaments. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » J'ai raconté les deux conversations mot pour mot, regardant son expression changer. La surprise a laissé place à la déception, puis à quelque chose de plus dur, quelque chose qui s'est installé profondément dans sa poitrine. « Ils ne t'ont pas aidé, » dit-il calmement. « Ils n'ont même pas proposé. Ton père m'a envoyé des liens vers des programmes d'assistance. Ta mère m'a dit que j'aurais dû mieux planifier. » Nathan s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon. « Mais tu as dit que tu les testais, » dit-il. « Tu leur as donné le même test. »« Je leur ai donné la chance d'être présents, » répondis-je. « Ils ont échoué. Toi, tu as conduit 400 miles avec de l'argent que tu ne pouvais pas te permettre de donner. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il s'est rassis, passant ses mains dans ses cheveux. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? » « Maintenant, je change mon testament, » dis-je calmement. J'ai déjà parlé à un avocat spécialisé en succession. La maison que j'achète, le fonds fiduciaire que je mets en place, les comptes d'investissement. Tout cela te revient. Tes parents n'auront rien. Grand-mère. Laisse-moi finir, dis-je en serrant ses mains. Je ne fais pas ça pour être cruel. Je fais ça parce que tu es le seul qui m'a aimé quand je n'avais rien à donner. Tu es le seul qui a répondu présent. Des larmes roulaient sur ses joues. Je ne suis pas venu ici pour l'argent, chuchota Théil. Je sais que tu ne l'as pas fait, dis-je. C'est exactement pour cela que tu l'obtiens. Au cours des mois suivants, les choses ont bougé rapidement. J'ai acheté une belle maison dans une banlieue calme de Columbus. Rien de tapas accent Graveleuil, rien d'excessif, juste confortable, 4 chambres, une vraie cuisine, et un jardin. Nathan m'a aidé à emménager pendant ses vacances de printemps. Le processus de recherche de maison avait été une aventure. Mon agent immobilier, une femme perspicace nommée Teresa, n'a pas posé de questions lorsque je me suis présenté préapprouvé pour un achat comptant. Elle m'a montré 15 propriétés avant que je ne trouve la bonne. Elle avait une véranda où je pouvais lire le matin, et une arrière-cour avec assez d'espace pour le potager que j'avais toujours voulu, mais pour lequel je n'avais jamais eu de place dans mon appartement. Nathan est arrivé le jour où les déménageurs sont venus. Il avait pris congé de ses 2 emplois, insistant sur le fait qu'il voulait aider. Nous avons déballé les cartons ensemble, lui me racontant des histoires sur ses cours pendant que nous rangions les livres sur les étagères. Il a trouvé une photo de Gérald et moi,
le jour de notre mariage. Tous les deux jeunes et pleins d'espoir. J'aurais aimé mieux connaître grand-père, dit-il doucement. Tu n'avais que 5 ans quand il est parti, dis-je. Mais il t'aimait tellement. Tu as ses yeux, tu sais, et son cœur. Nous avons accroché la photo dans le salon, juste au-dessus de la cheminée. Mettre en place le trust était plus complexe que d'acheter la maison. Mon avocat, un homme méticuleux nommé Laurence Sterling, m'a guidé à travers chaque détail. Il avait géré des successions pour des gagnants de loterie auparavant, et savait exactement comment structurer les choses pour protéger l'avenir de Nathan. Vous êtes certaine de vouloir exclure vos autres enfants? Demanda-t-il lors d'une de nos réunions. Complètement certaine. Il pourrait contester cela. Influence indue ou capacité diminuée. Je sais, dis-je. C'est pourquoi je fais faire une évaluation psychologique complète. Je veux des documents prouvant que je suis saine d'esprit. J'avais déjà pris rendez-vous avec 2 psychiatres différents. Tous 2 ont évalué ma compétence mentale. Tous 2 ont conclu que j'étais plus vive que jamais. Laurence hocha la tête d'un air approbateur. Intelligent. Très intelligent. Vous rendez la contestation extrêmement difficile. Le trust pour Nathan était structuré en paliers, un accès immédiat au fonds pour l'éducation et les dépenses courantes. Des distributions plus importantes à 25, 30 et 35 ans. Et le contrôle total du capital restant à 40 ans. Laurence a suggéré cette approche pour s'assurer que Nathan aurait des conseils en mûrissant, mais ne serait pas submergé par trop d'argent trop tôt. J'ai aussi créé une fondation au nom de Gérald, axée sur l'aide aux personnes âgées pour payer leurs médicaments et leurs soins de santé. L'ironie ne m'a pas échappé. La fondation Gérald Morrison a reçu 50 millions d'euros initialement, avec davantage à venir de ma succession. J'ai embauché un directeur, un ancien travailleur social nommé Thomas, qui comprenait exactement ce à quoi les seniors étaient confrontés lorsqu'ils devaient choisir entre les médicaments et la nourriture. Notre première réunion du conseil d'administration fut émouvante. Thomas a présenté des données sur le nombre de personnes âgées américaines qui sautent des prises de médicaments à cause du coût. Les chiffres étaient stupéfiants. Des centaines de milliers de personnes, tout comme j'avais prétendu l'être, faisant des choix impossibles chaque mois. Nous pouvons faire une vraie différence, dit Thomas, les yeux brillants de passion. Avec ce financement, nous pouvons aider des milliers de personnes immédiatement. Alors commençons, répondis-je. Nathan a été transféré à l'Université d'État de l'Ohio cet automne-là, se spécialisant en commerce. J'ai proposé de lui prendre un appartement près du campus, mais il a insisté pour quelque chose de modeste. Nous avons trouvé un 2 pièces qu'il pouvait payer avec son allocation du trust, même s'il aurait pu acheter l'immeuble entier. Je ne veux pas être ce type, expliqua-t-il. Celui qui a soudainement de l'argent et agit comme s'il valait mieux que tout le monde. Tu ne pourrais jamais être ce type, lui dis-je. Quand même, dit-il. Je veux mériter les choses. L'aide pour les études est incroyable, Janet. Plus qu'incroyable, mais j'ai besoin de sentir que je construis quelque chose moi-même aussi. Il a pris un emploi à temps partiel de toute façon, travaillant à la bibliothèque du campus. Non pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce qu'il voulait la structure. Je n'avais jamais été aussi fier. Il venait toujours dîner chaque dimanche. Certaines choses n'avaient pas besoin de changer. Je cuisinais ses plats préférés, bœuf braisé et purée de pommes de terre, tarte aux pommes pour le dessert. Nous mangions et parlions pendant des heures, de tout et de rien. Il me parlait de ses cours, de ses amis, et d'une fille nommée Rebecca qu'il avait rencontrée dans son cours d'économie. Elle fait du bénévolat dans un refuge pour sans-abri, dit-il, son visage s'illuminant. Chaque samedi matin, juste parce qu'elle pense que c'est important. Elle a l'air spéciale. Elle l'est, dit-il en rougissant, ressemblant tellement à Gérald quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Lors d'un de ces dîners, environ 6 mois après le déménagement, Nathan a évoqué ses parents. « As-tu eu des nouvelles de papa récemment » demanda-t-il prudemment. « Pas depuis ce premier appel, dis-je. Celui où il voulait soudainement venir me voir. Il m'a demandé de tes nouvelles la semaine dernière, dit Nathan. Il voulait savoir si tu avais mentionné des problèmes de santé, des soucis de médicaments. » Nathan fit une pause. « Je pense qu'il sait que quelque chose est différent. » Il a continué d'insister. Posant des questions bizarres sur l'endroit où tu vis maintenant. « Qu'est-ce que tu lui as dit »
Que tu allais bien, dit Nathan. Que tu avais déménagé dans un endroit plus agréable. Je n'ai pas mentionné la loterie. Je me suis dit que si tu voulais qu'ils le sachent, tu le leur dirais toi-même. Merci pour ça, dis-je. Nathan poussait sa nourriture dans son assiette. Penses-tu que tu leur diras un jour pour l'argent? Éventuellement, dis-je, ils finiront par comprendre. Les gens parlent. Quelqu'un verra quelque chose. Fera un lien. Je bus une gorgée d'eau. Mais je ne suis pas pressé. Ça va être moche quand ils le découvriront, dit Nathan. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, dis-je calmement. Mais c'est leur problème, pas le mien. Il hocha lentement la tête. Maman m'a appelé aussi, dit-il. Première fois en 6 mois, demandant aussi de tes nouvelles. De cette façon vague et décontractée, comme si elle allait à la pêche aux informations. Ils sentent que quelque chose a changé, dis-je. Ils ne savent juste pas quoi. Ça fait bizarre de leur cacher ce secret, admit Nathan. Tu ne gardes pas un secret, dis-je. Tu respectes ma vie privée. Il y a une différence. Le premier grand événement de la fondation fut une foire d'assistance aux médicaments. Nous avons loué un centre communautaire et invité les seniors à venir découvrir nos programmes. Plus de 300 personnes se sont présentées. J'étais bénévole à la table d'inscription, juste une autre dame aux cheveux gris avec des chaussures confortables. Un homme âgé s'est approché, s'appuyant lourdement sur une canne. Ses mains tremblaient alors qu'il remplissait les papiers. « Pour quel médicament avez-vous besoin d'aide, monsieur ?» demandai-je doucement. « Des trucs pour le diabète, dit-il. C'est presque 900 € par mois, et je ne reçois que 1200 € de la sécurité sociale. » Sa voix se brisa. Ma fille dit que je devrais juste prendre des demi-doses pour que ça dure plus longtemps. Ma poitrine se serra. Nous pouvons vous aider, dis-je. C'est exactement pour cela que nous sommes ici. À la fin de la journée, nous avions inscrit 240 personnes au programme d'assistance. Thomas était extatique. J'étais, pour ma part, à la fois le cœur brisé et pleine d'espoir. Le cœur brisé que tant de gens aient besoin d'aide. Pleine d'espoir que nous puissions la leur fournir. Je pensais constamment à Mitchell et Patricia lors de ces événements. À quel point ils auraient pu m'aider facilement. À quel point ils pourraient facilement aider les autres, mais choisissaient de ne pas le faire. La distance entre qui ils étaient et qui ils auraient pu être semblait immense. Noël, cette première année, fut calme. Nathan est venu, amenant Rebecca avec lui. Elle était charmante, chaleureuse et authentique, avec un rire facile. Elle a apporté des biscuits faits maison et un cadeau qu'elle avait clairement choisi avec soin, un magnifique journal pour que j'écrive dedans. Nathan dit que vous avez des histoires incroyables sur votre vie, dit-elle. J'ai pensé que peut-être vous voudriez en écrire certaines. C'est très attentionné, ma chère, dis-je. Nous avons passé la soirée à jouer à des jeux de société et à regarder de vieux films. Rebecca s'est intégrée parfaitement dans notre petite famille. Elle n'a pas posé de questions sur la maison ou l'argent. Elle semblait juste heureuse d'être là. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon salon, regardant le sapin de Noël que Nathan avait insisté pour que nous décorions ensemble. Pas d'appel de Mitchell ou Patricia, pas même un SMS, juste le silence. J'ai ouvert le journal que Rebecca m'avait donné et j'ai commencé à écrire. Sur Gérald, sur l'éducation de Mitchell et Patricia, sur l'éloignement lent, les appels manqués, les anniversaires oubliés. Sur Nathan et ses visites du dimanche, sur le billet de loterie et le test. Tout écrire rendait les choses réelles d'une manière qu'elles ne l'avaient pas été auparavant. Je pouvais voir le schéma clairement. Des années de négligence, ponctuées de brefs moments où mes enfants se souvenaient que j'existais, généralement quand ils avaient besoin de quelque chose. Une babysitter pour les petits-enfants, quelqu'un pour écouter leurs problèmes. Une carte d'anniversaire avec un chèque à l'intérieur. Jamais juste pour parler. Jamais juste parce qu'ils m'aimaient. Le journal est devenu une habitude. J'écrivais dedans plusieurs fois par semaine, documentant tout. Laurence avait suggéré de garder des traces au cas où Mitchell ou Patricia essaieraient de prétendre que j'étais incompétente lorsqu'ils découvriraient finalement pour la loterie. Mais c'est devenu plus que cela. C'est devenu une thérapie. Une façon de traiter des décennies de blessures que j'avais refoulées. Nathan a remarqué le changement en moi.
Tu sembles plus légère, d'une certaine façon, dit-il un dimanche. Je pense que je laisse enfin partir des choses que j'aurais dû relâcher il y a des années, dis-je. La culpabilité que je portais, me demandant si j'avais été une mauvaise mère, si j'avais fait quelque chose de mal pour les rendre si distants. Je lui ai souri. Écrit Red. Le cadeau de Rebecca était plus sage qu'elle ne le savait. Le printemps est arrivé, et avec lui, ma première tentative de potager. Je n'avais jamais eu d'espace pour un avant, et je m'y suis lancé avec enthousiasme. Tomates, poivrons, courgettes, herbes. Nathan m'a aidé à construire des bacs surélevés, se mettant de la terre sous les ongles et riant quand je l'ai accidentellement arrosé avec le tuyau. Grand-père aurait adoré ça, dit-il en examinant notre travail. Il l'aurait adoré, acquiesçai-je. Il a toujours voulu un jardin aussi. On en parlait pour notre retraite. La retraite était venue avec des factures médicales et un revenu fixe. Un jardin avait semblé être un luxe. Ce n'est pas un luxe, dit Nathan. C'est de la joie. Oui, dis-je en regardant les rangées de terre nettes prêtes pour les graines. Ça l'est. Mitchell et Patricia n'avaient aucune idée de tout cela. Nous maintenions un contact minimal. Ils n'ont jamais demandé si j'avais réglé la situation des médicaments. N'ont jamais fait de suivi. J'aurais pu être en train de mourir pour ce qu'ils en savaient. 1 an et demi après avoir gagné, Mitchell m'a appelé à l'improviste. C'était un mardi après-midi. Maman, j'ai réfléchi, dit-il. On ne te voit pas assez. Pourquoi ne viendrais-tu pas rester avec nous pour Thanksgiving cette année? Les filles adoreraient voir leur grand-mère. Quelque chose dans son ton sonnait faux, trop joyeux, trop intéressé. C'est gentil, Mitchell, dis-je. Mais je reçois pour Thanksgiving ici cette année. Nathan vient. Nathan? Il semblait surpris. Vous deux êtes proches? Très proches, dis-je. Il vient tout le temps. Eh bien, peut-être qu'on pourrait venir là-bas, dit-il. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ton chez toi. C'est assez petit, Mitchell, dis-je. Je ne pense pas pouvoir loger tout le monde. Oh. La déception s'est glissée dans sa voix. Eh bien, peut-être qu'on pourrait au moins passer te voir bientôt. Voir comment tu vas. Bien sûr, dis-je. Peut-être un jour. L'appel me tracassait. Mitchell ne suggérait jamais de visite. En fait, il les avait activement évités pendant des années, prétendant toujours que le travail était trop prenant ou que les filles avaient des activités. Quelque chose avait changé. Ce soir-là, j'ai appelé Nathan. Ton père a appelé, dis-je. Il voulait venir pour Thanksgiving. Première fois qu'il suggère une visite en 3 ans. Il y eut une pause. Lui as-tu parlé de l'argent? Demandai-je. Non, dit Nathan rapidement. Mais je me demande s'il a entendu quelque chose. Ta mère a appelé la semaine dernière aussi, ajouta Nathan, aussi soudainement intéressé par ton bien-être. Nathan resta silencieux un moment. J'ai peut-être fait une gaffe, grand-mère. Mon estomac se noie. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa a appelé il y a quelques semaines, dit-il. Il demandait de tes nouvelles, et j'ai mentionné que tu avais déménagé dans un endroit plus sympa. J'ai fermé les yeux. Je ne lui ai pas donné l'adresse ni rien, dit Nathan. Mais j'ai dit que tu semblais vraiment heureuse et que tu avais arrangé une maison avec un jardin. Il soupira. Il est devenu très intéressé après ça. Il a commencé à demander comment tu pouvais te le permettre, si tu avais reçu un héritage ou quelque chose. Que as-tu dit? J'ai dit que je ne connaissais pas tes finances, dit-il. Ce qui est techniquement vrai. Je suis au courant pour la loterie, mais je ne connais pas tous les détails. Je suis désolé, dit-il. J'aurais dû être plus prudent. C'est bon, mon chéri, dis-je. Ils allaient le découvrir tôt ou tard. Cela ne fait qu'accélérer le calendrier. Il y eut une longue pause. Es-tu prête pour ça? Demanda Nathan. Pour qu'il sache. J'y ai réfléchi. La maison était achetée. Le trust était établi. La fondation fonctionnait. Le testament était en béton, révisé par 3 avocats différents. Les évaluations psychologiques étaient terminées et archivées. Toutes les pièces étaient en place.
Oui, dis-je. Je pense que je le suis. 2 semaines plus tard, Patricia a appelé. Mère, dit-elle. Roger et moi prévoyons un voyage dans l'Ohio le mois prochain. On pensait passer, t'emmener dîner. Ce serait charmant, dis-je. Super, répondit-elle. Nathan a mentionné que tu as déménagé. Pourrais-tu m'envoyer ta nouvelle adresse? Ça y était. Quand je lui ai envoyé l'adresse par SMS, elle a répondu immédiatement. C'est un beau quartier, écrivit-elle. Tu as déménagé? J'ai trouvé un meilleur endroit, répondis-je. Plus confortable pour mes vieux os. Elle n'a pas répondu après ça. Je pouvais l'imaginer en train de vérifier la valeur des propriétés, faisant les calculs, essayant de comprendre comment sa mère, vivant de la sécurité sociale, pouvait se permettre une maison dans ce quartier. J'ai passé les quelques jours suivants à me préparer. Pas physiquement, la maison était toujours propre. Mentalement, émotionnellement. J'ai répété ce que je dirais, comment je l'expliquerais. J'ai passé en revue la chronologie dans mon esprit, le gain à la loterie, le test, leurs échecs, la loyauté de Nathan. Laurence a appelé pour prendre des nouvelles. Êtes-vous sûr de vouloir leur dire directement? Demanda-t-il. Vous pourriez les laisser le découvrir par d'autres canaux. Non, dis-je. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. C'est assez froid, dit-il. Janet, est-ce que c'est froid? Demandai-je, ou est-ce juste honnête? Il n'avait pas de réponse. Ils se sont présentés un samedi après-midi, Patricia et Roger, à l'improviste, bien que le dîner fût prévu pour la semaine suivante. J'étais dans mon jardin quand ils se sont garés dans leur Mercedes, m'occupant de mes plants de tomates. Le jardin était devenu mon refuge, un endroit où les choses poussaient si on s'en occupait correctement, contrairement aux relations. Apparemment, le visage de Patricia quand elle a vu la maison était impayable. Le choc, la confusion, la suspicion, tout se lisait sur ses traits. Roger avait l'air mal à l'aise, comme s'il savait déjà que cette visite était une erreur, mais qu'il avait été traîné là de force. Mère, dit Patricia lentement. C'est ta maison? Ça l'est, répondis-je. Entrez. Je vais faire du thé. Ils m'ont suivi à l'intérieur, regardant tous deux autour d'eux comme s'ils étaient entrés dans un musée. Les meubles étaient beaux, mais pas extravagants. De l'art sur les murs que j'aimais réellement. Pas des pièces chères choisies pour le statut, mais des peintures d'artistes locaux qui me parlaient. Un piano sur lequel j'apprenais à jouer, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand j'élevais des enfants et travaillais. Des livres partout, enfin assez d'étagères pour ma collection. Les yeux de Patricia s'arrêtaient sur tout. Les parquets en bois franc, la cuisine rénovée avec des comptoirs en granit, la véranda avec des meubles confortables et des plantes. Sa calculatrice mentale tournait à plein régime. Comment as-tu pu te permettre ça? Demanda Patricia, abandonnant toute prétention de subtilité. Je me suis débrouillé. Tu as dit que tu n'avais pas d'économie. Tu as dit que tu ne pouvais pas payer tes médicaments. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire, prenant mon temps, laissant la tension monter. C'était le moment auquel je m'étais préparé. J'ai dit qu'il me manquait 500 € ce mois-là, répondis-je calmement. Ce qui était vrai, dans un sens. Je vous testais. Tu nous testais? Lâcha-t-elle sèchement. Je t'ai appelé, toi et ton frère, quand j'avais besoin d'aide. Aucun de vous ne pouvait se passer de 500 €. Ou ne voulait s'en passer. Mais Nathan a conduit 400 miles avec ses derniers 500 € pour s'assurer que j'allais bien. Roger changea de position, mal à l'aise. Le visage de Patricia devint rouge, la colère remplaçant la confusion. Alors tu quoi? Demanda-t-elle. Tu nous as menti? Je vous ai donné une opportunité de montrer que vous vous souciez de moi, dis-je. Vous avez échoué. C'est ridicule, dit-elle vivement. D'où vient l'argent? Sa voix montait maintenant, le calme qu'elle portait habituellement comme une armure se fissurait. J'ai gagné à la loterie, dis-je. 240 millions après impôt. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Patricia s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Les yeux de Roger s'écarquillèrent. La bouilloire à thé commença à siffler, un son perçant qui correspondait à la tension dans la pièce.
Tu as gagné à la loterie, répéta Patricia platement. Il y a 18 mois, et tu ne nous l'as pas dit. Je voulais voir qui m'aimait pour moi, dis-je. Il s'avère que seul Nathan le faisait. Ce n'est pas juste, dit Patricia, la voix tranchante. Nous sommes tes enfants. Exactement, répondis-je. Vous êtes mes enfants. Quand j'ai eu besoin de 500 € pour des médicaments, tu m'as dit de mieux gérer mon budget et que tu économisais pour un voyage en Europe. Mitchell m'a envoyé des liens vers des programmes de charité. J'ai versé le thé, mes mains stables malgré la colère qui me traversait. Sais-tu pourquoi Nathan économisait quand je l'ai appelé? Continuai-je. Rien. Il avait à peine 500 € à son nom, mais il m'a tout donné sans hésitation. On ne savait pas que tu avais gagné à la loterie, dit Patricia. C'était tout le but. J'ai posé la tasse de thé avec plus de force que nécessaire. Vous auriez dû m'aider de toute façon. Roger se leva. Patricia, allons-y. Non, dit-elle en se retournant vers moi, son expression désespérée maintenant, la colère remplacée par la peur. Maman, on peut arranger ça. On a eu tort. D'accord, on aurait dû aider. Mais tu ne peux pas nous couper les vivres pour une erreur. Ce n'était pas une erreur, dis-je doucement. C'était des années d'appels téléphoniques écourtés, de visites pour lesquelles vous étiez trop occupés, d'anniversaires oubliés. Les médicaments n'étaient que la confirmation finale de ce que je savais déjà. J'ai croisé son regard. Je n'ai jamais été une priorité pour vous. J'étais une obligation, une case à cocher. Appelez maman une fois par mois pour ne pas se sentir coupable. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. Quand as-tu appelé pour la dernière fois juste pour parler? Demandai-je. Quand as-tu rendu visite pour la dernière fois sans avoir besoin de quelque chose? Elle ne pouvait pas répondre. Nous savions toutes les deux qu'il n'y avait pas de réponse. Roger se leva à nouveau. Patricia, on y va. Non, dit-elle encore, se tournant vers moi. Alors, Nathan a tout? Sa voix devint amère. Ton précieux petit-fils parfait. Nathan a ce qu'il a mérité, dis-je. Il a été présent. Il s'est soucié de moi. Il m'a aimé quand je n'avais rien. Nous t'aimons, dit-elle. Est-ce le cas? Demandai-je. Où aimez-vous les 240 millions? Elle ne pouvait pas répondre à cela non plus. Ils sont partis peu après. Aucun thé n'a été bu. Aucun projet de dîner n'a été fait. Mitchell a appelé ce soir-là. Patricia lui avait clairement tout raconté. Maman, nous devons parler de cette situation de loterie, dit-il. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas tout donner à Nathan, dit-il. Nous sommes tes enfants. Nous avons un droit légal. En fait, non, répondis-je. J'ai parlé avec plusieurs avocats. Mon testament est en béton. Vous n'aurez rien, et vous ne pourrez pas le contester avec succès. C'est à cause de cette histoire de médicaments? Dit-il. Maman, je suis désolé. J'aurais dû aider. J'étais stressé par le travail. Je ne pensais pas clairement. Tu pensais assez clairement pour me dire de mieux gérer mon budget pendant que tu achetais une nouvelle voiture, dis-je. Ce n'est pas juste. La ville est rarement, répondis-je. Tu m'as appris ça quand tu as bloqué mon numéro pendant 3 mois l'année dernière parce que j'appelais trop souvent. Je ne t'ai pas bloqué. Si, tu l'as fait, dis-je. J'ai appelé ton bureau. Ta secrétaire m'a dit que tu avais ajouté mon numéro à ton filtre anti-spam. Il n'avait rien à répondre à cela. Je ne fais pas ça pour vous punir, continuai-je. Je fais ça parce que Nathan est le seul qui le mérite. Il est le seul à m'avoir traité comme une personne au lieu d'une obligation. Alors c'est tout, dit-il. On est juste coupé. Vous vous êtes coupé vous-même il y a des années, dis-je. Je ne fais qu'officialiser la chose. Il a raccroché sans dire au revoir, exactement comme toujours. Les mois suivants furent difficiles. Mitchell et Patricia ont tous deux essayé différentes approches. Culpabilisation, colère, marchandage, promesse de faire mieux. Patricia s'est présentée chez moi 2 fois de plus, une fois avec des larmes, une fois avec des menaces de poursuite judiciaire. Je suis resté ferme. Nathan a eu du mal avec ça. Grand-mère,
ce sont quand même tes enfants, dit-il un soir. Peut-être que tu devrais leur donner une autre chance. Mon chéri, dis-je doucement. Je leur ai donné des chances pendant des années. Ils n'en veulent une maintenant que parce qu'ils savent ce qu'ils ratent. Je me sens coupable, admit-il, comme si je prenais quelque chose qui devrait être à eux. Tu ne prends rien, dis-je. Je te donne ce que tu as gagné par des années de gentillesse et d'amour. Ils ont eu les mêmes opportunités. Ils ont choisi différemment. La fondation au nom de Gérald a grandi rapidement. Nous avons aidé des milliers de seniors à payer leurs médicaments. J'y étais bénévole 2 fois par semaine, rencontrant des gens qui me rappelaient qui j'aurais pu être, des gens qui luttaient vraiment, dont les enfants les avaient vraiment abandonnés. Nathan a obtenu son diplôme de l'État de l'Ohio avec les honneurs. Il a obtenu un emploi dans une organisation à but non lucratif, quelque chose qui comptait pour lui. Il n'avait pas besoin de courir après l'argent. Il en avait assez. Plus important encore, il avait un but. Il a épousé Rebecca 2 ans plus tard. Patricia et Mitchell n'ont pas été invités au mariage. Es-tu sûr? Demandai-je à Nathan quand il adressait les invitations. Ils n'ont pas le droit de manquer ma vie pendant des années et de se pointer ensuite pour les grands moments, dit-il. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. En l'entendant dire cela, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le mariage était magnifique, petit, intime, rempli de gens qui se souciaient vraiment les uns des autres. Nathan et Rebecca ont écrit leurs propres vœux. Quand Nathan a promis de toujours être présent, de toujours être là, ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce. J'avais 78 ans au mariage. Ma santé était bonne, mais je savais que le temps était compté. J'ai mis à jour mon testament à nouveau, partageant tout entre Nathan et la fondation. Rebecca était incluse maintenant, aussi. Mitchell a envoyé une carte au mariage. Juste une carte, pas de cadeau, pas de vraies félicitations. À l'intérieur, il avait écrit « J'espère que tu es heureux de tes choix ». Patricia n'a rien manifesté du tout. 3 ans après le mariage, on m'a diagnostiqué une maladie cardiaque. Rien d'immédiatement mortel, mais un rappel que la fin vient pour tout le monde. Nathan m'a emmené à chaque rendez-vous. Il posait des questions que les médecins n'attendaient pas d'un jeune homme. Il me tenait la main pendant les moments effrayants. Mitchell l'a appris par Facebook. Il a appelé, la voix serrée par une inquiétude qui aurait pu être sincère ou aurait pu concerner l'héritage. Maman, Nathan a posté. Tu es malade. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Serais-tu venu? Demandai-je. Silence. C'est ce que je pensais. Je suis toujours ton fils, dit-il. L'es-tu? Demandai-je. Que as-tu fait pour mériter ce titre au cours de la dernière décennie? C'est cruel, lâcha-t-il. Tu es délibérément cruel. Non, Mitchell, dis-je calmement. Ce qui était cruel, c'était de dire à ta mère de mieux gérer son budget quand elle avait besoin d'aide. Ce qui était cruel, c'était de bloquer son numéro. Ce qui était cruel, c'était d'oublier son anniversaire 3 ans de suite. Je suis juste honnête. Quand tu mourras, je contesterai ce testament. Sens-toi libre d'essayer, répondis-je. Tu dépenseras plus en avocat que tu ne toucheras jamais. Je m'en suis assuré. Il a raccroché. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. Patricia a essayé une approche différente. Elle a commencé à envoyer des cartes, à appeler chaque semaine, demandant des nouvelles de ma santé. C'était trop tard et trop transparent. Mais une partie de moi appréciait l'effort, aussi creux soit-il. Tu sais, je ne peux pas changer le testament, lui dis-je lors d'un appel. Je sais, dit-elle doucement. Je veux juste. Je ne veux pas que tu meures en pensant que je ne m'en soucie pas. T'en soucies-tu? Demandai-je. Ou te soucies-tu de ce que les gens penseront si tu ne sembles pas t'en soucier? Elle n'a pas répondu. Ma santé s'est stabilisée. Les médecins étaient optimistes. Je pourrais avoir encore 10 ans, peut-être plus. J'avais l'intention de bien les utiliser. La fondation s'est agrandie. Nous avons lancé un programme jumelant de jeunes bénévoles avec des seniors isolés. Regarder ces relations se développer, voir des jeunes choisir la gentillesse, cela a guéri quelque chose en moi. Nathan et Rebecca ont eu une fille 2 ans après mon diagnostic.
Ils l'ont nommée Georgia, d'après mon deuxième prénom. Tenir mon arrière-petite-fille, regarder Nathan être le père que j'avais espéré que Mitchell serait. Quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. La paix peut-être, ou la justice, ou simplement la certitude que j'avais fait le bon choix. Patricia est venue à l'hôpital quand Georgia est née, sans invitation. Mais elle était là, debout dans l'encadrement de la porte, regardant Nathan avec sa fille. Il est doué pour ça, dit-elle doucement. Il l'est. Je ne l'étais pas, admit-elle. Je veux dire, j'étais toujours tellement concentré sur d'autres choses. Je sais. Elle hésita. Penses-tu qu'il est trop tard pour moi pour avoir une relation avec lui? J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait 58 ans maintenant. Du gris filait dans ses cheveux, des rides autour de ses yeux. Elle avait l'air fatiguée, triste, petite. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision, dis-je. C'est à Nathan. Elle hocha lentement la tête. L'histoire de l'argent, dit-elle. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Je n'aime pas ça, mais je comprends. Vraiment? Demandai-je. Tu voulais savoir qui serait présent, dit-elle. Je ne l'ai pas été. Nathan l'a été. Elle déglutit difficilement. J'ai été une fille terrible. Tu as été absente, corrigeai-je. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est assez proche. Elle s'approcha, la voix tremblante. Je suis désolé de ne pas avoir été là. D'avoir appelé seulement quand je voulais quelque chose, d'avoir appris à Nathan que la famille était optionnelle. Je suis désolé. C'était la première vraie excuse qu'elle m'ait jamais faite. Les excuses sont agréables, dis-je, mais elles ne changent rien. Je sais. Elle regarda bébé Georgia, les larmes aux yeux. Puis-je au moins essayer d'être une meilleure grand-mère que je n'ai été une mère? J'ai regardé Nathan. Il avait observé l'échange. Rebecca se tenait à côté de lui, leur fille dans ses bras. C'est à Nathan et Rebecca de décider, dis-je. Nathan étudia sa mère pendant un long moment. Puis il tendit Georgia. Tu veux la tenir? Les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle prenait sa petite fille. Elle pleura doucement, des larmes tombant sur la couverture du bébé. Peut-être que certaines personnes pouvaient changer. Peut-être qu'il fallait tout perdre pour apprendre ce qui comptait. Je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que le testament ne changeait pas. L'héritage de Patricia restait à 0. Mais peut-être que Georgia méritait de connaître sa grand-mère, même une imparfaite, essayant de faire mieux tard dans la vie. Mitchell n'est jamais revenu. Il a envoyé un cadeau pour Georgia. Cher, impersonnel. Il n'a pas rendu visite. Selon Nathan, il a commencé à dire aux gens que je souffrais de démence, que j'avais été manipulé pour changer mon testament. L'histoire le faisait paraître sous un meilleur jour. Le fils lésé, la mère confuse. Qu'il raconte ces histoires. Je connaissais la vérité. J'ai 83 ans maintenant. La maladie cardiaque est gérée. Je prends mes médicaments, que je peux tous facilement payer. Nathan et Rebecca vivent à 10 minutes. Georgia a 5 ans et m'appelle 11. Je les vois presque tous les jours. La fondation a aidé plus de 50 000 seniors. Nous nous sommes étendus dans 12 États. Quand je mourrai, elle continuera, financée à perpétuité. Patricia visite une fois par mois. Elle apporte des cadeaux à Georgia, demande de mes nouvelles, essaie de rattraper le temps perdu. Elle sait qu'elle n'est pas sur le testament. Elle l'a accepté, ou du moins a cessé de se battre contre. Peut-être que ses excuses étaient réelles. Peut-être qu'elle veut sincèrement une relation maintenant. Je ne le saurai jamais avec certitude. Mitchell ne m'a pas parlé depuis 3 ans. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur, si j'aurais dû leur donner plus de chance, être plus indulgente. Puis je me souviens de la nuit où Nathan a conduit dans l'obscurité sur 400 miles, portant de l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre de donner, juste pour s'assurer que sa grand-mère allait bien. C'est ça l'amour. Un amour réel, sans complications. Tout le reste n'est que du bruit. Mon avocat a le testament dans un coffre sécurisé. Nathan sait où tout se trouve, comment tout fonctionne. Quand mon heure viendra, il n'y aura pas de surprise, pas de lecture dramatique, juste la simple vérité.
J'ai tout laissé à la personne qui m'a aimé quand je n'avais rien. 400 millions d'euros m'ont acheté beaucoup de choses. Une belle maison, la sécurité financière, la capacité d'aider des dizaines de milliers de personnes. Mais la chose la plus précieuse que cela m'ait acheté fut la clarté. La certitude absolue de savoir qui était ma vraie famille. Et il s'avère que la vraie famille n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui répond présent, qui conduit à travers la nuit, qui vous aime quand vous n'êtes personne de spécial. Nathan a répondu présent. Il obtient tout.